Bonjour à tous, merci encore une fois d'être au rendez-vous de votre rendez-vous préféré sur Saytu TV. Quel est l'état de la cybersécurité au Sénégal? Est-ce grave pour un pays qui se respecte de rester sans stratégie cyber depuis plus de 2 ans? Aujourd'hui, qu'est-ce que cela implique sur le plan cyber d'avoir de nouvelles autorités qui aspirent à plus de souveraineté numérique? C'est le cœur de cette interview aujourd'hui avec le Sénégalais Malick Fall qui nous fait l'amitié, le plaisir et l'honneur de nous rendre visite cet après-midi dans nos studios au Technopole à Pékin. Malick Fall, bonjour. Bonjour Ousmane. Merci. Merci pour l'invitation. Très bien, merci infiniment de nous rendre visite. Vous êtes un de nos plus fidèles interlocuteurs dans le cadre de notre travail journalistique au Sénégal et ailleurs, et ça nous fait plaisir, bien entendu. Ancien de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, même si vous n'y avez fait qu'une petite année, vous êtes également originaire de Tivaouane, normal quand on s'appelle Aladji Malick. On rappellera très rapidement que vous êtes le fondateur et directeur général de Polaris ST. Vous tenez au ST, hein, je le sais. ST pour Secure Technologies, et parmi vos références internationales, on citera très rapidement Mazars, Orange Corporate, LSTI, Crédit Agricole, Sensoft, Sonatel, Orange Mali, Orange Côte d'Ivoire, Free au Sénégal, Helpline et j'en passe. Très rapidement, comme première question, je le disais tout à l'heure, depuis 2022, Dakar est sevré de sa stratégie cyber. Est-ce qu'on doit s'en alarmer ou on doit peut-être dire que ce n'est pas grave? Oui, merci Ousmane. Effectivement, depuis la stratégie SNC 2021, on n'a pas une nouvelle stratégie donc dans la cybersécurité d'orientation donc en termes de cybersécurité de l'État sénégalais. Cela ne veut pas dire qu'effectivement les choses se sont arrêtées. La stratégie SNC donc 2021 donc avait des objectifs très ambitieux. Ces 2022 plutôt 2022. Oui. Donc avait des objectifs très ambitieux. Ces objectifs-là, effectivement, il faudrait faire le bilan donc de là où ils en sont dans l'exécution de ce plan-là déjà. Mais à mon avis, il restait beaucoup à faire. En tout cas, quand on voit les objectifs et quand on regarde effectivement l'impact que cette stratégie-là a aujourd'hui dans l'écosystème, on sent que les objectifs ne sont pas complètement atteints. Donc, dans mon avis, donc la situation géopolitique ou la situation politique du Sénégal depuis 2021 faisait que peut-être les autorités avaient d'autres priorités que de gérer donc l'aspect cybersécurité en ce moment-là pour déployer, mettre en place, penser donc une nouvelle stratégie et continuer donc la faire. Malheureusement, on le paye souvent cash parce que depuis cette période, on a eu à subir énormément d'attaques dans des institutions donc effectivement étatiques et des attaques vraiment qu'on pouvait éviter si cette question était prise en charge de façon accrue, quoi. Très bien, des cyberattaques qui arrivent régulièrement au Sénégal. On sait que pour le Sénégal numérique, et ça, on en parle quand ça arrive. Mais pour d'autres institutions, je pense notamment à l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, on n'en parle pas. Et pourtant, après, au lendemain de cette histoire, la RTP parle de stratégie cybersécurité en oubliant évidemment ce qui lui est arrivé. On y reviendra peut-être. Mais est-ce que globalement, El Hadj Malick, au Sénégal, est-ce que le problème, ce n'est pas finalement le fait qu'on veuille forcément arrimer nos stratégies cyber aux stratégies économiques des régimes en place? Par exemple, là, on parlait de la stratégie 2022 pour la cybersécurité, on parle de la stratégie 2025 pour le digital globalement, et toutes ces stratégies sont arrimées ou étaient arrimées au PSE, et voilà que le PSE n'est plus de saison. Est-ce que ce n'est pas un problème? Ça peut l'être, effectivement, ça peut l'être, mais il faudrait quand même, quoi qu'il en soit, qu'il y ait une certaine continuité. Le fait que si les autorités qui sont spécialisées dans le domaine de la cybersécurité soient logées déjà à la présidence, pour moi, à mon avis, donc pose un peu problème, dans le sens effectivement que l'indépendance qu'ils doivent avoir pour développer donc cette stratégie en toute autonomie, et puis avoir une vision sur le long terme et éviter effectivement donc que cette vision soit trop dépendante donc des changements de régime, voilà, me semble être en tout cas un blocage. Qu'il soit rattaché
hiérarchiquement ou de façon fonctionnelle donc à la présidence, c'est une très 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 bonne chose. Mais loger au sein donc de la présidence avec vraiment une stratégie qui est très liée donc au régime, à la façon de faire, etc. Pour moi, à mon avis, peut être un frein un peu donc dans la cyberdéfense. La cyberdéfense, il faudrait qu'on la lise effectivement comme cette sorte d'autonomie que l'armée a, plus ou moins, pour défendre notre institution. Effectivement, il y aura toujours la politique. Absolument. Il y a toujours un marqueur politique, c'est normal. Quand un régime est là, il faudrait qu'il apporte effectivement sa plus-value, apporte ses orientations, mais il faudrait que cette stratégie soit développée indépendamment forcément donc des contingences politiques et des changements de régime. Donc il faudrait une agence, à mon avis, qui est complètement autonome, avec une gestion autonome, avec des moyens suffisants. Ce qui est prévu par la stratégie d'ailleurs. Oui, malheureusement, et qui tarde à se mettre. Donc je disais, il faudrait faire le bilan des objectifs donc de ce premier plan-là. Effectivement, donc avec des moyens conséquents qui lui permettent de faire la défense. Quand on voit effectivement dans la stratégie les budgets qui sont alloués à la stratégie de défense, 3 milliards, c'est très bien. Il faut pas cracher dessus, mais quand on le compare avec d'autres organismes qui sont des organismes similaires, c'est vraiment rien du tout, quoi. Donc pour pouvoir développer une vraie stratégie donc de cybersécurité et puis surtout quand on essaie de parler donc de souveraineté numérique, la souveraineté c'est quelque chose qui est au-delà de tout ce tout ce dont on entend parler, quoi. C'est pas avoir juste les données qui sont hébergées ici ou avoir un data center où c'est au-delà de tout cela, c'est beaucoup plus important que tout cela. Très bien, mais comment amener les acteurs justement à mettre toutes ces stratégies au-dessus de la politique au sens des contingences politiques un peu, parce qu'on ne peut pas quand même s'imaginer devoir mettre en place une stratégie chaque 5 ans au Sénégal. Complètement, absolument. Bon, pour moi, il faudrait l'autonomisation donc d'une institution, d'une agence spécialisée dans le domaine de la cybersécurité et peut-être même qui absorberait la partie protection des données à caractère personnel, qui a une autonomie de gestion, qui a une autonomie budgétaire, qui a une autonomie donc et puis qui rend des comptes, effectivement, avec des profils, qu'il y a aussi les moyens qu'il faut, les compétences qu'il faut, les moyens financiers qu'il faut, et puis qui est challengé dans ses ambitions, dans ses objectifs et de façon régulière, que l'autorité donc puisse challenger donc ce travail qui est fait, qu'on ne les laisse pas effectivement finir le travail, aller au bout d'un mandat donc avant de faire des audits, etc. Donc il faudrait que ce soit challengé donc à intervalles planifiés, mais cette autonomie de gestion est importante. Et cette stratégie-là doit être pensée. Bon, moi, quand je réfléchis donc cybersécurité, cyberdéfense de façon globale, je réfléchis comme l'armée, quoi. Donc, il faudrait qu'il y ait cette autonomie de gestion, cette autonomie qui lui donne toute cette liberté de pouvoir protéger, de faire sa mission régalienne, de protéger donc les infrastructures critiques, les infrastructures de l'État, et aider donc toutes les entreprises sénégalaises ainsi que les populations à avoir cette culture générale donc de cybersécurité, pouvoir se protéger comme il se doit. Très bien, la référence avec l'armée me paraît pertinente, bien entendu, parce que on dit pas armée PSE, armée le projet, armée Parti socialiste, c'est l'armée républicaine, c'est l'armée nationale, l'armée sénégalaise tout court. Or, toutes les stratégies que nous avons, ce sont des stratégies arrimées, n'est-ce pas, au projet en place, ce qui peut être compréhensible, mais qui constitue tout de même un blocage, parce que même pour la stratégie SNC, si je me trompe, 2022, je rappelle que ça est sous mes yeux, c'est un document de 69 pages, c'est arrimé au PSE comme la stratégie, la stratégie globale du digital pour le Sénégal est également arrimé au PSE. Malik Fall, expert en cybersécurité, est notre invité cet après-midi sur Saytu TV. Avec lui, nous revenons un peu sur le panorama cyber sénégalais et certainement africain plus tard avec l'arrivée de nouvelles autorités au pouvoir au Sénégal. On va continuer très rapidement. Si on parle de cybersécurité globalement au Sénégal, le problème c'est quoi souvent? On parle beaucoup de cybersécurité, mais on a l'impression que la culture cyber n'est pas encore au rendez-vous. Et la culture cyber fait partie d'ailleurs de cette stratégie 2022. Complètement.
Oui, oui, donc effectivement, il y a beaucoup à faire, hein. Mais quand on fait quand même un retour en arrière, il y a 10 ans, Oui, on était encore à des années-lumière de là où nous en sommes on a fait aujourd'hui. mieux autrement. Voilà, donc, mais on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, il doit y avoir une impulsion, effectivement, des différentes autorités, donc, qui doivent mettre en place le cadre qui va bien pour pouvoir, animer, donc, cette filière cybersécurité au niveau gouvernemental, au niveau étatique. Mais au-delà de cette partie-là, je pense que les nouvelles autorités ont cette conscience qui est très marquée, donc de pouvoir accompagner donc les entreprises localement, donc des entreprises pour construire effectivement des champions. Et ces champions-là, on en a besoin. Hein, donc certains pays ont réussi donc ce pari et aujourd'hui peuvent se permettre effectivement d'avoir une stratégie beaucoup plus solide en se prévalant donc d'une certaine indépendance vis-à-vis donc des différents constructeurs, des autres États et faire leur propre stratégie et ne pas dépendre vraiment de l'aide ou de l'aide de qui que ce soit. Notamment pour le faire, il a fallu tout simplement mettre en place donc des capitaines d'industrie dans le domaine de la cybersécurité. Je pense typiquement donc au Maroc. Aujourd'hui, ils ont tout fait Ouais. pour bâtir donc cette stratégie-là, avoir des champions qui portent la cybersécurité non seulement au sein donc du Du royaume, royaume, oui. mais également donc qui peuvent exporter donc cette expertise un peu partout. Et ils ont fait de sorte de faire du protectionnisme, de sorte que les entreprises étrangères qui veulent venir les concurrencer, en tout cas sur le territoire marocain, donc rempliront difficilement les conditions pour pouvoir le faire. Donc, ils les protègent pour pouvoir les porter de sorte à ce qu'ils puissent éclore. Et puis derrière, malheureusement, autant ils ont donc cette stratégie de protection de souveraineté, on leur déroule nous dans nos pays, on leur déroule le tapis rouge et puis ils arrivent, ils compétissent et puis facilement ils dominent beaucoup d'entreprises localement. Et ça, il faudrait repenser les choses, à mon avis aussi. Donc, construire une vraie stratégie, mettre en place les institutions qui vont bien, le cadre légal, réglementaire qui va bien, accompagner comment dirais-je, ces autorités, ces nouvelles autorités. Oui. Donc, et les challenger véritablement pour développer cette stratégie cybersécurité, mais vraiment avec des indicateurs, un suivi régulier, qu'on sache que voilà, donc le travail c'est pas juste des bonnes intentions, de belles politiques, mais c'est vraiment donc des actes concrets, donc qui sont mesurés à intervalles réguliers, qu'on s'assure que là ça bouge quoi, mais qu'on laisse pas des institutions pendant 5 ans et venir évaluer pour constater vraiment a posteriori que les dégâts sont là. Mais au-delà de cette partie-là, parce que l'État ne peut pas tout faire, quoi qu'il advienne, donc il va falloir aussi que l'État peut-être favorise et accompagne les entreprises locales pour pouvoir construire avec lui donc toutes ces stratégies et pouvoir la dérouler convenablement. Dans tous les cas, l'État n'a jamais tout fait au Sénégal. Toutes ces stratégies-là ont été faites, mises en place, de commun accord, en tout cas avec la pleine implication du secteur privé. Et toutes ces stratégies-là ont été mises en place comme ça. Mais très rapidement, hein, une dernière question, Elhadji Malick Fall, là-dessus, avant de passer à autre chose. Quand on parle de stratégie cyber, dans un contexte où des souverainistes arrivent au pouvoir et parlent beaucoup de souveraineté numérique, qu'est-ce que cela implique? Ok, oui, bon, c'est un bien gros mot, la souveraineté, en plus numérique. C'est vraiment une ambition très très forte. C'est très légitime. Effectivement, donc quand on voit comment le monde évolue aujourd'hui avec tout ce qu'on appelle l'intelligence économique, donc des grandes puissances qui sont extrêmement présents au cœur de nos États et qui leur permettent donc d'anticiper plein de choses donc dans nos pays. Effectivement, c'est important. Quand on entend le président Diomaye, effectivement, dans ses dernières, je pense, sorties, en Conseil des ministres, instruire le ministre des télécommunications et du numérique, voilà, qu'on a déjà reçu ici. Voilà, donc de mettre en place une stratégie pour protéger les données gouvernementales et les données présidentielles, ainsi de suite. Ça, c'est des choses qui sont essentielles, vitales, donc pour un État de pouvoir assurer donc cette protection de ces données-là, parce que au cœur de l'État
l'État, là où on décide tout ce qui est important pour Oui. l'État. Si ces données-là tombent entre les mains de n'importe qui, c'est pas une bonne chose. Tout à fait, mais ce qui fait peur un peu, c'est que quand le président donne cette instruction, on ne sent pas qu'il fasse allusion à une stratégie qui existe déjà. Est-ce que le danger, ou plutôt l'erreur, l'écueil, n'est pas finalement de penser qu'on arrive dans un secteur où on doit tout réinventer alors que les textes existent déjà? Oui, les textes existent, mais la mise en œuvre manquait. Donc, effectivement, là, il faudrait aller au cœur de cela. Quand on échange, par exemple, avec des autorités sur des questions de notoriété publique, avec des mails qui sont pas des mails gouvernementaux, Oui, voilà, des mails privés. Ça pose problème. Quand on n'a pas donc une stratégie qui permet effectivement de pouvoir avoir un marquage de l'ensemble des données, des informations, ben, comme l'administration sait bien le faire, hein, sur le papier, ils savent le faire. Donc, quand un document est tagué confidentiel, c'est un document qui doit avoir un certain nombre d'exigences. Donc, ça ne tombe pas entre les mains de n'importe qui. On ne doit pas l'imprimer d'une certaine façon. Voilà. Donc, il y a des mesures de sécurité. Dans le numérique aussi, on doit faire exactement la même chose. Et c'est complètement possible. Mais est-ce qu'on doit légiférer d'ailleurs? Parce que on ne rappellera jamais assez, on connaît un peu le contexte de l'élection présidentielle de 2016 en Amérique, que Hillary Clinton a perdu, disons en partie, à cause, on dirait à cause de l'utilisation de mails privés dans le cadre de fonctions officielles. Est-ce qu'au Sénégal, on devrait par exemple criminaliser de telles pratiques clairement? Parce que Macky Sall a toujours essayé et ça passerait pas. Oui, bon, à un moment donné, il y a au-delà de la partie réglementaire, de la partie législative, de la partie juridique, voilà, qui responsabilise et condamne quand il le faut, il faudrait outiller également. C'est ce qu'il y a de mieux de faire. Donc, effectivement, quand l'information est taguée, donc on met en place donc les outils qui vont bien, qui permettent de monitorer. Donc, on peut par exemple dire qu'une information confidentielle ne doit pas sortir d'un certain cercle. Quand on l'envoie ailleurs, quand on le fait passer par un mail privé, quand on l'envoie à l'extérieur, par exemple, via un autre canal, effectivement, ça peut être détecté par des outils et on peut alerter pour pouvoir venir voir. Nous, petite entreprise que nous sommes, on le fait, par exemple. Nous, pour nos clients, la protection de nos données, c'est quelque chose qui est vital. Les données de nos clients, on le gère de façon très jalouse. Donc, on ne peut pas envoyer un document de client ou un document interne stratégique à l'extérieur sans qu'on soit interpellé, parce que on monitor ce qui se passe donc sur le système. Et les documents sont tagués, donc chaque document avec son niveau de confidentialité, et on ne peut pas passer au-delà de ce qu'il a. Donc, il faudrait réfléchir effectivement sur la partie réglementaire pour pouvoir mettre un cadre, c'est important, mais il faudrait outiller et puis sensibiliser, parce que certaines personnes le font en toute ignorance. Justement, est-ce que ce n'est pas la culture cyber qui nous manque au Sénégal? Complètement. Comment y remédier rapidement? Sensibiliser, il y a pas mieux. Sensibiliser et puis vraiment rappeler, rabâcher et puis mettre des outils. Et quand une personne est interpellée une fois, deux fois parce qu'il a envoyé un document confidentiel à l'extérieur, et peut-être si dans ce contexte actuel, l'information est remontée à son supérieur, je suppose donc le Premier ministre ou le président, qui lui pose la question pourquoi ce document, etc., ben il le fera pas deux fois. Si c'était juste de l'ignorance, ce sera une sensibilisation qui sera extrêmement forte. Donc voilà, donc sensibiliser, leur parler. Leur donner le cadre, parler aux gens, leur faire comprendre les risques qu'ils font prendre au pays, parce que c'est pas que, donc leur faire, voilà. Donc ils ont des mails qui sont des mails. Il faut que ces mails-là aussi déjà soient sécurisés à la base, donc ça aussi c'est un autre travail. L'infrastructure qui permet de véhiculer l'information soit sécurisée, l'information soit sécurisée, taguée, et puis qu'on puisse la superviser, donc l'utilisation de cette information-là, et de sorte que dès qu'il y a donc des failles ou une utilisation pas normale, pas adéquate de la politique globale, du cadre global, effectivement que ce soit relevé. Mais au-delà de cette partie, pour revenir un peu sur le volet numérique, il y a la protection des données effectivement gouvernementales, ce qui est important. Parce que c'est un des premières attentes qui ont été stipulées par le président, donc en termes donc de cybersécurité, donc pour la protection des données présidentielles et des données gouvernementales. Mais au-delà de la partie donc de cela, donc la souveraineté, je dis effectivement, ce sont des actes très forts. C'est un travail de longue haleine. Donc on peut avoir les data centers, on peut avoir
beaucoup de choses. Tant qu'on n'a pas donc effectivement des solutions, des infrastructures qui sont des infrastructures souveraines, notre souveraineté, on ne peut pas le garantir. Donc, de la même façon qu'on se bat aujourd'hui pour une souveraineté numérique ou une sécurité alimentaire, donc en repartant sur les fondamentaux, donc l'agriculture, la pêche, l'élevage, etc. Donc, à mon avis, sur la partie numérique aussi, dans les réflexions que le gouvernement devrait avoir dans sa nouvelle stratégie, il devrait mettre en avant vraiment la partie recherche et développement. Donc, encourager donc les chercheurs à pouvoir produire, fabriquer, concevoir des solutions africaines, des solutions sénégalaises à minima, et dans l'idéal des solutions africaines. Et c'est complètement possible. Toutes les grandes entreprises qu'ils font, c'est de grandes aux yeux à nos yeux, mais ils sont partis très petits. Un État qui a vraiment une volonté, une vraie volonté, peut développer donc, peut aider donc à développer ces solutions-là. Et ce sera aussi également donc une façon de pouvoir assurer une sécurité, donc au moins de certaines chaînes, de certains maillons donc de la chaîne, de sécurité, donc pour assurer donc la souveraineté numérique. Merci beaucoup Malick Fall. Merci beaucoup, merci Ousmane. Originaire de Tivaouane, ancien de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, aujourd'hui vous êtes le fondateur et directeur général de Polaris ST, Polaris Secure Technologies. Vous êtes basé en France, à Lyon plus précisément, mais bien entendu vous voyagez à travers le monde, l'Afrique notamment. Aujourd'hui vous nous faites le plaisir, l'honneur et l'amitié de nous rendre visite en studio à Dakar, au Sénégal. Merci infiniment et puis au plaisir d'élargir la réflexion en recevant d'autres acteurs, notamment dans le cadre de nos après-midi de la tech en ligne prochainement parce que nous comptons reprendre la série mercredi prochain, Inch'Allah. Merci pour cette visite si matinale dans nos studios et puis à très vite pour la suite de nos programmes. Merci.